Second tour de l'élection présidentielle au Brésil, il se tient donc ce dimanche 30 octobre. Il décidera de l'orientation politique que doit prendre ce géant de l'Amérique du Sud entre Jair Bolsonaro, président en exercice, et Luiz Inácio Lula da Silva, candidat du PT, ancien président brésilien. Deux visions du pays s'affrontent. Mais alors cette élection, elle ne concerne pas seulement les Brésiliens, elle nous concerne aussi tant nos économies sont liées et tant les saccages écologiques en cours là-bas nous impactent aussi. Pour en parler, je suis avec Sandra Guimarães, militante antispéciste de l'Union végane d'activistes. Elle va nous parler de la politique agricole et spéciste, en particulier de Bolsonaro, qui nous concerne beaucoup en France, puisqu'il faut savoir que nous importons largement les produits du Brésil qui participent notamment à la déforestation de l'Amazonie, au réchauffement climatique et qui servent à nourrir notre bétail au détriment des animaux et de la planète. Bonjour Sandra Guimarães. Bonjour Rémi. Ça va ? Ça va, un peu chaud mais ça va. Alors toi, tu es au Brésil, et le Brésil, donc c'est le sujet de cette discussion. On va parler libération animale, on va parler agro-industrie. Il faut savoir, je le disais, en France, on est très concerné par les événements qui ont cours en ce moment. Cette campagne présidentielle qui est quand même très intense, où on voit Lula et Bolsonaro qui sont très serrés dans les sondages. Il y a une incertitude en tout cas qui est très forte concernant les résultats de dimanche. Il faut savoir que nous, on est très concernés, notamment parce qu'on importe le soja brésilien et ainsi la France alimente en partie la déforestation de l'Amazonie, ce qui signifie qu'on est co-responsable de cette politique en fait menée par Jair Bolsonaro qui pourrait s'aggraver s'il est réélu. Tu vas nous expliquer cela, mais pour toi, Bolsonaro réélu, pour ton groupe, l'Union végane d'activisme, si Bolsonaro est réélu, ce serait une catastrophe pour les classes populaires, pour les peuples autochtones, pour l'écologie, mais aussi pour l'ensemble du vivant. Cela des deux côtés de l'Atlantique, en fait. Toi, tu pointes la responsabilité de l'agrobusiness. Tu vas nous expliquer ça peut-être, mais les États qui votent le plus pour Bolsonaro sont en réalité les États où cette agro-industrie est très forte. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait le rôle de ce secteur, de cette agro-industrie dans le pouvoir aujourd'hui en place au Brésil ? L'agrobusiness au Brésil, c'est le lobby le plus puissant. Et c'est aussi le plus grand soutien de Bolsonaro. Et comme tu l'as dit, il suffit de regarder la carte du Brésil avec les régions ou les États où Bolsonaro a eu le plus de voix, où il a eu le plus de votes, et ça correspond parfaitement à la zone de déforestation. Donc c'est là aussi où on déforeste le plus en Amazonie, mais aussi aux États où on a le plus gros cheptel, donc là où on élève des vaches, des cochons et des poules pour alimenter la population, mais surtout pour l'exportation. Donc la politique de Bolsonaro, c'est vraiment ce qu'on appelle ici maintenant de la nécropolitique. C'est une politique de mort. Et tout le monde devrait être concerné. Donc, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il y a presque 4 ans, la déforestation d'Amazonie a battu année après année des records. On n'a jamais vu une déforestation aussi immense. Et là, depuis l'année dernière, en fait, les scientifiques nous disent qu'on a atteint le point de bascule. Donc, ça veut dire que il y a plusieurs années que les scientifiques nous parlent de ça, que si on déforeste plus de 25% de la forêt amazonienne, elle sera incapable d'entretenir ses propres pluies et elle va rentrer dans un cycle de sécheresse toute seule et va devenir une grande savane. Et l'année dernière, on a appris qu'on avait déjà déforesté 26% de l'Amazonie. Donc, c'est un enjeu planétaire. Et si Bolsonaro est réélu, c'est sûr, l'Amazonie ne va pas survivre et avec elle, l'humanité. Ça va devenir une savane, peut-être en tout cas, c'est ce que disent certains scientifiques. En fait, l'agro-industrie, c'est un secteur qui compte et c'est un secteur qui pèse réellement dans l'économie nationale. Oui, c'est le secteur qui pèse le plus, sauf que c'est un secteur qui concentre la terre, qui concentre les richesses et qui cause la faim. Donc aujourd'hui, on a 36 millions d'hectares au Brésil plantés uniquement avec du soja. Donc on a 36 millions d'hectares de monoculture de soja, c'est plus que l'Italie. Et ça continue. Avec Bolsonaro, ça ne fait qu'augmenter. Donc pour donner une idée, on plante la base de l'alimentation au Brésil, c'est les haricots et le riz. Ça, c'est vraiment la base de notre alimentation. Année après année, encore une fois, la superficie où on cultive des haricots et du riz diminue parce que le soja n'arrête d'augmenter. Aujourd'hui, on ne produit que
de tout ce qu'on produit, en fait, il n'y a que 4,4% qui correspond à des haricots et du riz. Donc, on arrive à un point où on importe notre aliment de base parce qu'on devient juste un producteur. On est déjà le plus grand exportateur de soja au monde et ce soja qui est exporté pour nourrir les animaux d'élevage ailleurs, qui cause non seulement la déforestation, enfin l'écocide, il faut parler aussi de génocide des peuples indigènes. Donc le soja avance sur des terres indigènes et pas seulement le soja mais l'élevage aussi. On a déjà plus de têtes de vache au Brésil que de personnes. Donc l'Amazonie aussi devient un grand pâturage. Ce n'est pas que le soja, mais il faut dire que ce soja qui est exporté, beaucoup de personnes en France ne savent pas que 60% du soja en France qu'on donne aux animaux d'élevage vient du Brésil. Donc, vous participez directement non seulement à la déforestation de l'Amazonie, à l'exploitation animale, au génocide du peuple indigène, tout ça par les choix alimentaires. C'est impossible aujourd'hui de manger autant de viande, de produits d'origine animale en Europe sans détruire, sans coloniser ailleurs. Pour nous, ici au Brésil, on appelle ça la colonisation par l'assiette. Donc, c'est juste le nouveau visage de la colonisation pour que vous puissiez avoir ce style de vie ou ce régime européen, français, il faut coloniser ailleurs, c'est impossible. Donc la France, je pense qu'un Européen en moyenne mange plus de 60 kilos de soja par an. Ça, c'est une étude de la WWF qui est sortie, je pense, l'année dernière. C'est plus de 60 kilos de soja mangés par un Européen, une Européenne par an. 90% de ce soja à travers les produits d'origine animale. Donc, 1 kilo de blanc de poulet mangé en France, par exemple, contient 960 grammes de soja. En fait, c'est là où il y a le paradoxe, c'est-à-dire que nous, en Europe, notre alimentation repose sur votre économie à vous, l'économie brésilienne. Et notre confort, c'est vraiment de la colonisation à travers l'alimentation et ça prouve aussi à quel point les personnes en Europe, en France, sont complètement aliénées de ce qu'ils et elles mangent. Parce que quand on commence à parler de l'alimentation, on va retomber toujours sur « c'est mon choix personnel, nous les Français, on a le droit à un steak, on a droit à notre culture alimentaire », sauf que ça se fait sur du sang indigène, sur l'écocide de l'Amazonie et sur la faim de la population. Donc j'aimerais aussi parler un peu de la faim parce que ça, c'est le sujet de cette année. On est redevenu, malheureusement, la faim est de retour au Brésil. On avait réussi à sortir du planisphère mondial de la faim il y a quelques années. Avec Bolsonaro, on est de retour, mais à plein. Aujourd'hui, il y a 60% de la population au Brésil en situation d'insécurité alimentaire. Et dans ces 60%, on a plus de 15% de la population, qui correspond à 33 millions de personnes, qui souffrent de la faim. Donc d'un côté, on est le 3e plus grand producteur d'aliments au monde pour l'exportation, et on a 60% de la population qui est dans une situation d'insécurité alimentaire. Donc ça aussi, donc le régime alimentaire des Européens et Européennes cause aussi la faim dans mon pays. Alors que vous êtes un pays d'agriculteurs. Tout à fait. Mais cette agriculture n'a aucun soutien du gouvernement, surtout avec les politiques de Bolsonaro. On a énormément de soutien du gouvernement à la monoculture de soja et de maïs pour nourrir les animaux d'élevage, à l'élevage aussi, mais il n'y a pas de soutien de l'État pour les petits agriculteurs. Au Brésil, c'est 70% de ce qu'on mange ici au Brésil est produit par ce qu'on appelle l'agriculture familiale. Donc des petites exploitations, surtout ici dans le Nord-Est. Donc tout à l'heure, je parlais de comment, si on regarde la carte du Brésil et les villes ou les régions ou les États où Bolsonaro a eu le plus de voix, ça sera la région de la déforestation et de la monoculture de soja et de l'élevage. En contrepartie, la région où Lula a eu le plus de voix, le Nord-Est, d'où je parle, je suis du Nord-Est, c'est aussi la région avec le plus d'agriculture familiale. Donc les deux projets politiques sont clairs. Vous me parliez de 60% de la population en insécurité alimentaire, ce qui est notamment le résultat d'une production centrée sur l'export. Mais j'ai pu voir notamment dans les données que vous produisez avec votre réseau qu'il y aurait seulement 1% des propriétaires terriens qui possèdent 50% des terres. L'enjeu, c'est celui-là, c'est celui des terres, c'est celui de la propriété peut-être, c'est celui de la réforme agraire. Tout à fait.
On est un pays avec un des plus gros taux de concentration foncière. Donc, effectivement, 50% de terres au Brésil appartiennent à 1% de propriétaires terriens. On a hérité du système colonial. Il n'y a jamais eu de réforme agraire vraiment au Brésil. Ça s'est fait pendant les gouvernements du PT, le Parti des travailleurs, petit à petit. Avec Bolsonaro, ça a été complètement gelé. Donc, on n'a plus eu des réformes agraires depuis presque 4 ans. Et pour nous, qui portons un projet politique, donc le véganisme est un projet politique. Notre idéologie est l'antispécisme, donc finir avec la domination de l'humain sur le non-humain. Mais la mise en pratique de cette idéologie, c'est le véganisme. Donc pour nous, c'est un projet éthico-politique. Et ici, au Brésil, ça passe nécessairement par la réforme agraire. On comprend que les personnes exploitent les animaux ici, pas parce qu'elles sont méchantes, mais parce qu'il n'y a pas d'alternative. Donc, pour pouvoir sortir de l'exploitation animale, pour pouvoir rendre l'exploitation animale obsolète, il faut changer la structure économique, et au Brésil, il faut aussi changer la structure foncière. Donc, nous, on se bat pour la réforme agraire populaire. On se bat aussi pour la souveraineté alimentaire, donc qu'on puisse produire ce qu'on mange et pas juste produire pour l'exportation et ensuite importer notre nourriture de base. Et on soutient aussi la lutte des peuples indigènes qui sont les premiers à souffrir de l'écocide qui se passe en Amazonie, mais pas qu'en Amazonie, il y a aussi d'autres écosystèmes au Brésil qui sont extrêmement menacés par le soja. Alors vous, avec l'Union végane d'activisme, vous avez rencontré Lula, vous avez travaillé avec son équipe. Vous l'avez aidé à construire son programme politique, notamment sur tout ce pan sur la question de l'agro-industrie et de la question animale. Est-ce que si Lula gagne dimanche, on peut espérer une réforme agraire ? Je pense que ça ne sera pas très radical, mais il va en tout cas reprendre sa politique de réforme agraire. Il y a eu énormément de paysans sans terre qui ont eu l'accès à la terre pendant son gouvernement, ses 2 mandats. Et ensuite avec Dilma Rousseff aussi, qui était la présidente qui a suivi Lula, aussi du Parti des travailleurs. Donc oui, malheureusement, Lula est aussi dans une sorte de politique de plaire à tout le monde. Donc il a rencontré les patrons de l'agrobusiness, donc le lobby de l'élevage, le lobby du soja, et il a aussi rencontré les leaders indigènes, nous, du mouvement antispéciste, anticapitaliste ici. Donc il essaye de faire une sorte de conciliation totale. J'ai des doutes par rapport à ça, mais en tout cas, une chose est c'est certain que si c'est Bolsonaro qui est élu, là, c'est la fin. On ne peut pas y espérer aucun changement. Il est complètement anti-peuple indigène, anti-Amazonie. Avec Lula, on aurait au moins la possibilité de construire ce dialogue avec lui. Donc, le fait qu'il nous ait invités, nous, de l'Union végane d'activisme, à l'aider à penser des politiques qui nous mèneraient plus vers un horizon de d'émancipation animale. C'est la première fois de l'histoire qu'on a été invité. C'est le premier parti politique qui a un groupe pour penser que à ça. Et nous, on a été invités à rester dans ce groupe et à avoir ce dialogue avec le gouvernement. Donc, au moins, on aura la possibilité de parler, de faire de demander des changements. Alors qu'avec Bolsonaro, la répression est immense. Donc, toute personne qui défend l'Amazonie ou qui se bat contre l'exploitation animale ou l'exploitation des travailleurs, travailleuses est persécutée. Donc là, on est dans un scénario où on ne peut même pas militer. Alors, tout à l'heure, vous me disiez que vous exportez énormément, et notamment la culture du soja, qui permet notamment aussi de produire des protéines végétales pour les élevages européens. Le sujet, c'est notamment celui de la libération animale. On le voit là, notamment, en fait, c'est un sujet finalement qui dépasse les frontières, puisque le lien Nord-Sud, Europe, Amérique du Sud, etc., il est très clair. Cette question, en fait, elle s'insère dans le cadre du système économique, celui notamment du capitalisme. Est-ce que ça signifie que pour vous, au Brésil, la libération animale, elle est conjointe d'une part avec la lutte contre le capitalisme, la lutte écologiste, peut-être aussi avec la libération humaine aussi, car pour exploiter les animaux, on colonise, vous parliez tout à l'heure des peuples autochtones, on colonise des territoires, on y chasse les humains, les peuples autochtones. En fait, comment s'imbrique tout ça et comment se pense pour vous cette question ? Pour nous, le projet antispéciste est forcément anticapitaliste. Donc, l'Union végane d'activisme est un réseau de collectifs. On a plus de 40 collectifs sur tout le territoire du Brésil, de l'Amazonie jusqu'au sud du Brésil, à la frontière avec l'Uruguay, l'Argentine.
Et si on ne sort pas de ce système capitaliste, ce ne sera pas possible de rendre l'exploitation animale obsolète. Donc, on comprend que l'exploitation animale est un des piliers du capitalisme. Au Brésil, par exemple, qui est aussi le plus grand exportateur de viande bovine, on tue une vache, un cochon et 188 poulets par seconde. Donc, c'est énorme ici. C'est 88 000 vaches qui sont tuées par jour au Brésil. Donc, c'est vraiment un des piliers de l'économie, c'est un des piliers du capitalisme mondial, pas que ici. Donc, si on ne sort pas du système capitaliste, on ne pourra pas penser sortie du spécisme. Et comme tu l'as dit aussi, pour nous, ça c'est lié aussi avec la lutte de l'émancipation humaine. On ne voit pas, on ne conçoit pas l'une sans l'autre. Pour nous, les deux vont ensemble, parce que là où il y a des animaux non humains exploités, il y a aussi des humains exploités. Donc les peuples indigènes sont chassés de leur territoire par le bétail, par le soja, et ensuite ils se retrouvent dans une position où ils vont travailler dans les abattoirs, puisqu'ils n'ont plus le moyen de vivre de leur forêt. Donc, par exemple, pendant la pandémie du Covid ici, il y a eu énormément de morts dans les abattoirs. C'était beaucoup de peuples indigènes, des personnes, des communautés indigènes qui étaient forcées d'aller travailler dans les abattoirs parce qu'elles n'avaient plus le moyen de vivre sur les territoires. Donc, on sait que l'exploitation humaine, là où il y a de l'exploitation animale, c'est aussi immense. Donc, pour nous, c'est un tout. On envisage, on se bat pour une émancipation totale. On pense que la notion de justice n'est pas partielle. On ne peut pas avoir de la justice pour certains groupes et pas pour les autres. Et on pense aussi que c'est à partir du moment où on a créé cette frontière entre nos droits en tant qu'humains et les droits des autres qui ne sont des autres êtres non humains, qu'on a pu ensuite appliquer cette logique aussi au sein des communautés humaines. Et donc, on pense que la logique antispéciste nourrit aussi le racisme, la misogynie, parce qu'on a créé ce continuum entre humain et non humain, animal, qu'on a pu ensuite rabaisser des populations humaines et de dire ces personnes-là, ces groupes humains sont moins humains que d'autres, sont plus animaux, et du coup, on peut les exploiter puisque c'est tolérable, c'est admissible, c'est même souhaitable d'exploiter des animaux. Donc, pour nous, sortie du spécisme, ça veut dire aussi sortie de toutes sortes de dominations et aussi finir avec l'exploitation humaine. D'autant que si dans l'actualité brésilienne, la place des autochtones elle est si centrale, notamment dans vos luttes, cela signifie peut-être que l'antispécisme revêt également un caractère anticolonial? Tout à fait. Et donc, je disais tout à l'heure que pour nous, ce que vous mangez en Europe, la façon dont les personnes en Europe se nourrissent, ça nourrit le colonialisme ici. Donc, c'est parce que vous colonisez à travers votre alimentation, nos terres, nos forêts, que vous pouvez manger autant de viande, des œufs et du fromage aujourd'hui. On part aussi du principe que pour sortir de ça, il faut lutter, il faut décoloniser notre alimentation, mais ici au Brésil. Donc, le projet de véganisme populaire, c'est aussi défendre une décolonisation de l'assiette. Donc, les gens oublient que les vaches ont été ramenées ici, sur le territoire qu'on connaît comme Brésil, par les colonisateurs. Ni les vaches, ni les poulets, ni les cochons, ni les moutons, ça n'existait pas sur ce territoire. Ils ont été amenés par les envahisseurs européens, par les colonisateurs, et ils ont été utilisés comme outil de colonisation depuis le début. Et c'est toujours un outil de colonisation. Regarde comment, en Amazonie, la vache est un outil de colonisation pour chasser les peuples indigènes. Donc, pour nous, ça passe aussi par révaloriser notre alimentation, qui est à la base, c'est des haricots, du riz, mais aussi du manioc, de la patate douce, des cacahuètes, du maïs, tout ça, c'est notre base alimentaire. Mais les colonisateurs ont imposé un régime carné parce que c'était leur régime à l'origine. Et il y a toujours cette sorte d'hiérarchie. La nourriture végétale serait moindre, de moindre valeur, et la nourriture animale serait plus noble. Et je pense que c'est toujours comme ça. Les gens voient ça aussi de cette façon en Europe, en France. Donc pour nous, ça passe aussi par décoloniser notre façon de voir, parce que le dernier territoire à coloniser, c'est l'estomac. Et une fois qu'on a avalé littéralement le message du colon, c'est difficile de le faire sortir. Donc il faut faire sortir le colonialisme, le colon, de notre esprit, mais aussi de notre estomac. En fait, si je comprends bien, vu comme la France, nous les Français, on dépend finalement dans notre alimentation du Brésil. L'avenir finalement du Brésil, de la lutte décoloniale, de l'antispécisme, tout ça en fait sont intrinsèquement liés à la question également de la souveraineté alimentaire. Enfin, pas seulement de la souveraineté alimentaire brésilienne, mais aussi de la souveraineté alimentaire française. Tout à fait.
Tout à fait. Et pour moi, c'est ça aussi. Je parlais du colonialisme en 2022, ça ressemble à ça, à cette colonisation indirecte. Mais pour moi, l'internationalisme aujourd'hui, ça passe aussi par cette réflexion critique. Je suis toujours choquée de voir à quel point les personnes, même dans la gauche radicale, sont complètement aliénées de l'alimentation, sont complètement aliénées des processus qui sont à l'origine de la nourriture qu'ils et elles mangent, ne veulent pas avoir une pensée critique par rapport à ça. Donc pour moi, l'internationalisme, c'est penser aussi qu'à chaque fois qu'on se nourrit en France, à chaque fois qu'on remplit son assiette, on est en train soit d'apporter un coup de pouce au projet nécropolitique de Bolsonaro, à l'écocide de l'Amazonie, au génocide des peuples indigènes, à l'exploitation animale aussi, ou bien on est en train de porter notre solidarité politique envers les animaux autres qu'humains, mais aussi envers les peuples du Sud. Donc pour moi, le véganisme est un projet de solidarité politique envers les animaux non humains, et je trouve que ça va être de plus en plus difficile de justifier dans la gauche cette non-solidarité, ce refus de solidarité. Alors pour conclure, du coup, vous voulez mobiliser à l'international dans ce contexte, si je comprends bien là, les derniers propos. Ça veut dire qu'il y a une solidarité à construire quand même antispéciste, internationaliste entre Brésiliens et Français. Tout à fait. Tout à fait, on se bat pour ça. Ce mois de novembre, c'est aussi avec Louvre, on organise tout un mois d'activités, d'actions avec tous les 40 collectifs qui font partie du réseau de collectifs. Donc il y aura des actions, le but étant de former un front de lutte commun avec les peuples indigènes, avec les paysans sans terre, avec les quilombolas, avec les travailleurs et les travailleuses. Et j'espère que la France pourra s'inspirer de ça et peut-être pas commencer la révolution antispéciste tout de suite, mais au moins apporter votre solidarité, parce que sachez que votre viande, votre lait, vos œufs affament mon peuple, tuent les peuples indigènes et participent aussi à l'écocide de l'Amazonie. C'est peut-être l'occasion pour nous, Français aussi, de se poser de la question de notre propre impérialisme, celui de la France, des pays riches, de l'impérialisme français, de sa relation au Brésil. Tout ça pour finalement nourrir du bétail pour le confort de notre pays. Dernière question, juste en quelques mots pour clore cet entretien. Est-ce que pour vous, Brésiliens, cela signifie que d'une certaine façon, vous estimez que la bourgeoisie française en fait, serait complice finalement de la politique de Bolsonaro de par notre consommation? Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute. Donc, le choix d'importer du soja du Brésil, et comme j'ai dit, plus de 60% du soja qu'on donne aux animaux d'élevage en France vient du Brésil. Oui, c'est soutenir les politiques de Bolsonaro, ça c'est sûr. Et ça me fait aussi, ça m'enrage d'entendre des personnes en France dire « mais moi, je mange mon steak local qui est beaucoup plus écologique que votre tofu ou le steak de soja des véganes ». C'est faux, c'est archi faux. Le soja importé en France, c'est pour nourrir le bétail, c'est pour nourrir votre viande, c'est pour que ça devienne du lait, du fromage, des œufs, c'est pas du tout pour faire de la nourriture pour les véganes. Donc oui, c'est le gouvernement français et européen en général participe directement de renforcer et soutient les politiques de Bolsonaro, c'est sûr. Merci beaucoup Sandra Guimarães, merci d'avoir accepté cette interview avec le média. C'est la fin de cette interview. On va suivre très attentivement les résultats de dimanche et puis plus généralement l'actualité au Brésil. Alors je le rappelle, pour ceux qui nous regardent, ces programmes en direct sont menacés. Nous n'avons peut-être pas les moyens de les poursuivre en novembre si nous n'arrivons pas à atteindre 12 500 sociaux d'ici là. Aujourd'hui, nous en sommes encore loin. Alors, pour renverser la table, nous permettre de continuer à avoir ces interviews, à continuer à parler avec ceux qui luttent, ceux qui construisent les résistances à travers le monde. Soutenez-nous, devenez sociaux, faites campagne pour le média. Moi, je vous dis à très vite, à bientôt.